Bonsoir à tous, Dag et Charles, évidemment le local de l'étape soutenu, encouragé dans son pays. Et on change les codes de ce journal d'ailleurs. Avant de vous dévoiler le sommaire, un mot sur les qualifications de ce Grand Prix. C'est une première. Charles Leclerc sera en pole position dimanche pour le Grand Prix de Monaco. Ça s'annonce passionnant. Il sera talonné par Verstappen et Bottas. Et grande surprise, Lewis Hamilton partira à la 7e position. Ne manquez pas ce Grand Prix en direct sur notre antenne dimanche dès 14h55, commenté par Frédéric Hélion et Franck Phillips. Nous écouterons dans ce journal la réaction à chaud du pilote Ferrari. Nous vous donnerons également la parole quant à cette pole position, même si ce n'est pas encore gagné. C'est quand même la joie du côté des Monégasques. Nous avons reçu le quadruple champion du monde de F1, Alain Prost, le conseiller spécial Alpine F1. Nous nous sommes entretenus ensemble juste avant les qualifications sur le retour du Grand Prix, les performances des pilotes alpines, les qualités de Charles Leclerc ou encore les souvenirs et les anecdotes d'Alain Prost. Malgré les consignes sanitaires et le fait qu'il n'y ait pas de fan zone cette année, le public est quand même présent pour supporter les pilotes et vivre au mieux cette édition. La présentation d'une voiture d'exception d'un championnat peu connu en France, la NASCAR du français Michel Disdier, est actuellement présentée en principauté. Ce dimanche, nous célébrons la Pentecôte. Saviez-vous par exemple que c'est au départ une fête agricole? Connaissez-vous la langue de feu? Eh bien pour éclaircir tout cela, nous serons avec l'abbé Christian Venard du diocèse de Monaco. Et enfin, comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre chronique littéraire. Aujourd'hui, Céline Sabine de la Médiathèque vous présentera le premier roman d'Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs. Mais avant de développer tout cela, après cette superbe pole position, la 8e de sa carrière, mais la première à Monaco, on écoute Charles Leclerc. It's a shame to finish in the wall. It doesn't feel the same, but at the same time, I'm incredibly happy about my first time lap. The first corner was quite tricky. I didn't do a great first corner, but then second and third sector, I nailed it, and just very, very happy to be on pole. Obviously, it was very, very difficult to manage myself mentally after FP2. I could feel I was quite emotional in the car, but I told myself now it's Q3, now it's time to put everything together, and I managed to do so. So I'm incredibly happy, but it's tomorrow that we score points. But I have to say that it's a big surprise for everyone to be on pole and on fourth place for the race tomorrow. Une pole position sur ces terres à Monaco, forcément une grande joie pour la population et les fans de la Scuderia. C'est exceptionnel, on attendait ça depuis 2017, depuis la pole position de Kimi. Il l'avait fait et on l'attendait vraiment. Et là, Charles l'a refait 4 ans après. Les Mercedes, on les a battus. C'était dur, mais on les a battus. La pole de Charles, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Il nous en avait fait 2 ou 3 là, il y a 2 ans. Mais il paraît que ce n'était pas comme il faut. Et là, il a refait, et cette fois-ci, il n'y a rien à dire. Énormément de joie, surtout pour lui. Une revanche de la course de 2018-2019 qui n'a pas pu terminer. On l'a vu dans le mur et on s'est demandé est-ce que vraiment il a la pole, est-ce qu'il n'a pas la pole. On a vraiment eu peur, mais le moment où on sait où il a la pole, qu'il a battu Verstappen et qu'il prend la pole position ici à Monaco, c'est magnifique. Et s'il peut concrétiser cette pole demain, mais là, ça va être le feu à Monaco. Là. Non, c'est génial, c'est Charles, quoi. C'est Charles. Place à notre premier invité. Nous l'avons reçu juste avant les qualifs de ce samedi. Le Français, quadruple champion du monde et quadruple vainqueur ici à Monaco. Et aujourd'hui, conseiller spécial Alpine F1 Team. Vous avez probablement deviné de qui je veux parler. Voilà son entretien. Alain Prost, bonjour. Bonjour. C'est un circuit que vous connaissez, on ne peut mieux en temps normal. Quelle est l'atmosphère de ce Grand Prix cette année? Ça doit être différent avec la crise sanitaire. Racontez-nous comment vous vivez cette édition 2021. Alors c'est bien entendu un circuit que je connais parfaitement bien. C'est d'ailleurs le circuit sur lequel j'ai couru le plus dans les circuits, on va dire, de Formule 1. C'est 40 ans, même plus de 40 ans de présence ici à Monaco, donc c'est quand même un peu une deuxième maison. C'est plus de l'amitié, on va dire, que j'ai avec le peuple monégasque, et ça c'est extrêmement sympathique. C'est vrai que quand on est ici, quand on a cette vue, bon déjà il y a quand même un aspect un peu magique de la part de la géographie, de l'emplacement, le port, la montagne, le circuit, enfin c'est assez fabuleux. C'est vrai que cette année c'est un peu particulier parce que c'est un retour, il y a quand même déjà un petit peu de monde alors que nous on n'en voit pas sur des circuits depuis très longtemps. Il y a des restrictions tout à fait normales, restrictions sanitaires qu'on accepte bien volontiers parce que justement c'est comme ça qu'on peut organiser aussi avec du monde et continuer notre métier, notre passion autour de ce sport. Donc globalement, voilà, je dirais bravo, ça se passe très bien.
Et puis voilà, on espère que la météo va être là jusqu'au bout du week-end. Vous êtes conseiller chez Renault, enfin maintenant l'écurie alpine. Vous êtes actuellement 5e au classement constructeur. C'est votre place légitime ou vous méritez mieux? On a eu une ou deux courses très sympas où on a fait peut-être un peu mieux que ce que l'on pensait. On a eu une course, des très bonnes qualifs à Barcelone et une course un peu compliquée. Là, on a une configuration où on n'attendait pas, on a un peu du mal à utiliser bien les pneumatiques, donc on n'est pas en grande forme. Donc c'est vrai que le championnat constructeur, c'est important. Par contre, on est vraiment axé, comme tout le monde le sait, sur 2022, sur les changements de règlement. Donc on veut faire au mieux, mais c'est pas une place de plus ou de moins ne va pas changer la philosophie de ce que l'on veut faire pour l'année prochaine. Donc, Vos deux pilotes, le français Esteban Ocon et le retour du double champion du monde Fernando Alonso. Un mot sur ces deux pilotes en ce qui concerne ce début de saison? Fernando, on connaît ses qualités. Bon, il n'est pas encore au top, mais il le reconnaît, c'est normal, il lui faut quand même encore un petit peu de temps. Mais sur le plan aussi de l'ambiance, de son comportement dans l'équipe, son côté professionnel, c'est absolument sans reproche. Et puis Esteban, eh bien, par rapport à l'année dernière, il a énormément progressé sur la piste comme en dehors de la piste. Et ça aussi, donc on est une bonne chose et donc on est très satisfait des deux pilotes aujourd'hui. C'est certainement pas le point faible aujourd'hui de notre performance. Votre point de vue sur cette saison avec un duel Hamilton-Verstappen qui survole un peu la compétition? Ce qui va peut-être faire la différence, justement, voilà, Monaco par exemple est un endroit important pour ça. Lewis a l'air un peu moins bien, en tout cas jusqu'à présent. Peut-être qu'il cache son jeu, oui, il faut voir. Voilà, s'il cache son jeu ou pas. J'ai pas l'impression. Difficile de cacher son jeu le samedi matin, parce qu'on a besoin vraiment de renforcer sa confiance pour les qualifs. Donc je trouve quand même que c'est un tout petit peu loin. Et il suffirait que Max gagne et que les Ferrari s'intercalent. On joue un championnat comme ça, on le joue en perdant éventuellement des points quand les pilotes s'intercalent, ou bien voilà, un abandon, un accrochage, parce que si on part en pole position ici ou si on part 5e ou 6e, on a plus de risques. Je pense que ça va être une saison compliquée, mais ça met aussi Lewis, qui a été un peu, pas critiqué, mais on dit oui, il a gagné le championnat, il n'a pas de concurrence. On voit aussi comment il se bat depuis le début de l'année. C'est un peu plus dur cette année, oui. Il a plus de concurrence cette année avec Verstappen. Oui, mais il relève, il est capable de relever son niveau. Il a fait des courses exceptionnelles, donc on voit aussi ce qu'est un vrai champion. Qu'est-ce que ça vous fait de voir le monégasque Charles Leclerc, qui a une Ferrari qui n'est pas aussi compétitive que l'on aurait souhaité ici par rapport aux Mercedes et au Red Bull dans ce championnat? C'est vrai, quand on est chez Ferrari, je l'ai vécu, quand on gagne c'est un rêve, quand on perd, quand on ne gagne pas c'est un peu plus compliqué parce qu'on subit une pression exacerbée par rapport aux autres équipes. Surtout quand on s'appelle Charles, parce que Charles arrive chez Ferrari en étant très jeune, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme beaucoup de pilotes l'ont fait avant lui, comme moi, été champion du monde avec l'expérience et puis après on va chez Ferrari. Mais je trouve qu'il s'en sort bien et je dirais que d'une certaine manière d'avoir été un peu moins performant sur une année, c'est peut-être aussi une manière de stabiliser ses relations avec l'équipe pour repartir de plus belle. S'il retrouve de la performance, ce qui semble être le cas. Bon, c'est aussi quand même un rêve pour Charles, monégasque, avec toute son histoire derrière lui, d'être dans une équipe comme Ferrari, donc c'est absolument génial. Il faut qu'il gagne au moins un championnat avec eux, ce serait fantastique. Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que pilote sur ce circuit, puisque vous l'avez remporté 4 fois quand même? Oui, 4 fois, on m'a volé une victoire. Celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie, en 93. Mais en dehors de ça, non, mais plein de souvenirs on va dire, de compétition exacerbée avec Ayrton, notamment, que ce soit en qualification ou en course. Puis Monaco, ça n'a jamais été pareil qu'un autre circuit. Mais quand vous êtes en tête d'une course, les derniers tours, et que vous voyez le public dans les tribunes, parce que c'est le seul endroit, c'est le seul circuit au monde où vous pouvez comprendre en fonction de l'attitude du public ce qui se passe. Vous avez une anecdote, une histoire originale à nous raconter sur ce Grand Prix pour finir cet entretien? C'est ce côté tradition. Ça c'est moins drôle, mais c'est en même temps très très profond. C'est-à-dire que la tradition des dîners que l'on fait le dimanche soir quand on a gagné
au Sporting avec la famille princière, etc. Je pense qu'il faut absolument garder ces traditions, c'est très important. Il n'y a que Monaco qui le fait et il faut absolument garder ça parce que ce sont des souvenirs inoubliables quand vous êtes le vainqueur du Grand Prix. Alain Prost, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Même si un protocole sanitaire strict est mis en place pour accéder à la principauté, on ressent pas mal d'effervescence dans les rues de Monaco. Vous le savez, malheureusement, il n'y a pas de fan zone, place d'Armes, mais le public est au rendez-vous, notamment rue Grimaldi, comme vous avez pu le constater, Émilie Rousseau. Oui, une rue Grimaldi qui s'est de plus en plus chargée au fil de la matinée. Quelques stands ont pu s'installer ici pour vendre les produits dérivés des différentes écuries. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants avec Alexandra Marangoni et Clélia Renaud pour recueillir leur avis. Jeudi, nous avons eu beaucoup de clients, beaucoup de touristes. Ça fait plaisir de revoir la vie revenir en principauté. Voilà, hier c'était un petit peu plus calme, mais ça va. Aujourd'hui, ça repart. Quels sont les produits qui se vendent le plus ? C'est les t-shirts officiels, les réplicas, les t-shirts des drivers et puis les éditions spéciales des casquettes qui marchent super bien aussi. Ouais. Cette année, vraiment, c'est la nouvelle écurie, c'est Alpine. On a énormément de demandes, il y a beaucoup de nostalgiques qui viennent nous voir et nous dire on est trop heureux qu'Alpine soit sur la F1. Donc il y a énormément de demandes et en plus c'est de tout âge. On pensait que ce seraient les personnes plus âgées parce que c'est quand même une écurie ancienne, mais vraiment ça touche tout le monde et on est super heureux de ça. Casquettes, t-shirts, vestes, porte-clés, toute la panoplie du fan de Formule 1 est disponible. Il ne reste plus qu'à choisir son écurie. Le public, venu en nombre aujourd'hui pour les essais qualificatifs, savoure pleinement la chance de pouvoir être présent à Monaco pour le retour de la catégorie reine dans les rues de la Principauté. J'ai mon meilleur copain qui est carabinier à la garde à Monaco et ça fait plus de 25 ans que je viens. C'est quand même quelque chose qu'il faut au moins voir une fois si on peut. C'est un spectacle quoi. On avait réservé l'année dernière déjà. On a offert pour les 40 ans de mon mari les places et du coup heureux de venir et faire partie des privilégiés. Charles, per me che lo seguo dal 2016, da quando era piccolo, sono quasi cresciuta con lui perché abbiamo circa la stessa età e quindi per me Charles è qualcosa di énorme et siamo qui per fare il tifo per lui. Cette supporter est venue bien équipée pour afficher son soutien à Charles Leclerc avant de regagner les tribunes du Grand Prix. Un Grand Prix qui se déroule devant 7500 personnes, soit 40% de la capacité habituelle. On reste dans le domaine de l'automobile pour découvrir cette voiture d'exception d'un championnat peu connu en France. La NASCAR du français Michel Didier est actuellement présentée en principauté. Elle a été dévoilée hier en présence du prince Albert II. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau sur des images d'Alexandra Marangoni. Elle aurait dû être présentée au salon Top Marque cette semaine. Malgré le report de l'événement, la NASCAR de Michel Didier a tout de même trouvé un endroit pour être dévoilée au public. Ce bolide est actuellement garé entre des Formule 1 et des automobiles d'exception à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Pour nous, c'était la chance d'avoir pour la première fois en Europe donc une NASCAR, mais une NASCAR aussi pilotée par un Français, par un Niçois, designée par un artiste français, Richard Wolinski. Et c'était, dans le cas de Top Marque, mettre un petit coup d'œil, un petit coup de projecteur sur la NASCAR. Et en plus, en parler pendant le Grand Prix de Monaco, c'est sympa aussi. La NASCAR est un sport peu connu en Europe et pourtant, c'est le sport le plus regardé aux États-Unis après le football américain. Un Français a réussi à se faire une place dans ce championnat fermé. Il s'appelle Michel Didier et depuis 10 ans, il réalise son rêve de pouvoir évoluer au volant de ce stock car. Le dernier Français qui avait couru en NASCAR, c'était Claude Ballolena en 78. Depuis, il n'y avait plus aucun Français. Et moi, c'était un rêve que j'avais, déjà d'être aux États-Unis, de faire du sport de haut niveau. J'ai toujours rêvé d'être pilote professionnel et de pouvoir atteindre la NASCAR, de mettre mon pied à l'intérieur jusqu'à faire le meilleur temps des essais à Daytona, de faire un top 10 à Daytona aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement fou. Excitation, frisson, suspense, la NASCAR est la course américaine à l'état pur et contrairement à la Formule 1, son championnat se déroule sur un circuit ovale. C'est absolument incroyable de piloter des voitures à plus de 300 km/h jusqu'à 350 km/h. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde et vraiment je vis chaque moment à fond. La présence de la NASCAR de Michel Didier permet aussi de mettre un coup de projecteur sur ce sport auto impressionnant à découvrir jusqu'au 30 juin.
Nous débutons un point info qui va ravir les fans de sport mécanique avec cette construction. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, pour cette semaine de Grand Prix, une Ferrari Lego Technique F1 à échelle 1 est à découvrir devant l'hôtel Hermitage. Lego a souhaité faire un clin d'œil à tous les fans de sport mécanique de la Principauté. Cette construction géante a demandé 1000 heures de travail et a été fabriquée par des constructeurs experts dont George Smith, juré de l'émission Lego Masters sur M6. En marge du Grand Prix de Formule 1, une belle opération s'est déroulée ce samedi. Et une belle opération avec une belle ambassadrice au grand cœur. Victoria Silvstedt a participé à une vente caritative à la rue Caroline aux côtés des Anges Gardiens de Monaco. Les fonds récoltés sont exclusivement destinés à aider les familles vivant dans une précarité extrême. En football, l'AS Monaco est toujours en course pour valider sa place sur le podium. Oui, et un match à gros enjeux pour cette dernière journée de championnat. Les Monégasques se déplacent à Lens pour le compte de la 38e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Je vous propose justement d'écouter Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco. We did a great season till now. Yeah. Nobody was expecting such a good AS Monaco. The way we played, the intensity, the aggressivity, the goals we scored, the defending we did, and also the progression of our players. Nobody was expecting. We played the final against the best team, one of the best teams in Europe, and now we have also a final. So we can only make this season greater, better than it is now. But as I said before, I'm very happy because all our ideas we had, we did it. So we can be proud, we can be happy, but we are sportsmen and we try to win the last game of the season as well. Une dernière journée de championnat dimanche qui s'annonce passionnante. Football toujours, avec un joueur de l'AS Monaco élu espoir de la saison. Et il s'agit d'Aurélien Tchouameni, âgé de 21 ans, qui remporte le trophée UNFP du meilleur espoir de la saison, récompensant ainsi l'exercice 2020-2021 réussi. Avec 41 matchs officiels disputés, il est l'une des pièces maîtresses dans le dispositif de Niko Kovac. Titulaire à 35 reprises en Ligue 1 cette saison, Aurélien Tchouameni fait partie des joueurs les plus utilisés de l'équipe monégasque. Merci Vanessa. Ce lundi, c'est un jour férié. Enfin, peut-être pour vous, mais pas pour nous. Vous le savez, l'actualité sur Monaco Info, c'est 7 jours sur 7. Lundi donc, la Pentecôte qui se célèbre en fait le dimanche. Avec nous, pour nous en dire plus, le délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco, Christian Venard, bonsoir. Bonsoir. La Pentecôte se célèbre une cinquantaine de jours après Pâques, 49 je crois. Qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que cette fête d'un point de vue religieux? C'est le moment où les apôtres sont réunis entre eux. Ils ne sont pas très fiers parce que Jésus est mort, il est remonté au ciel, c'est ce que nous avons fêté à l'Ascension. Ils ne savent pas trop comment faire. Et Jésus, au moment de l'Ascension, leur a promis de leur envoyer son esprit. Et dans les Actes des Apôtres, il nous est dit qu'ils sont là en train de prier, ils sont avec la Sainte Vierge. Et à un moment donné, il y a un grand bruit, un grand souffle de vent et des langues de feu viennent se poser sur leur tête, nous racontent les Actes des Apôtres. Et immédiatement après, les apôtres vont sortir, en particulier Saint Pierre, s'adresser à la foule. En parlant d'autres langues. Alors eux vont s'adresser dans leur langue et puis chacun va les entendre dans sa propre langue. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de langues à ce moment-là à Jérusalem? C'est parce que cela correspond 50 jours, 7 semaines après Pécha, la fête de Pâques. Pour les Juifs, c'est la fête de la fin des moissons. Et alors, donc, beaucoup de Juifs, notamment qui étaient de l'extérieur de la Judée, sont présents à ce moment-là à Jérusalem. Et c'est un peu le miracle de la Pentecôte. Chacun les entend dans sa propre langue. Vous avez parlé là de la langue de feu, c'est en quelque sorte un espoir pour tous ceux qui sont mauvais en langues étrangères, si je me trompe. Alors on peut évidemment prier le Saint-Esprit pour les langues étrangères. Les 3 symboles qu'on utilise en général dans le christianisme pour le Saint-Esprit, donc qui est une des 3 personnes de la Trinité, le Père,
le Fils et l'Esprit Saint, sont la colombe qu'on voit au moment du baptême de Jésus, la colombe qui descend des cieux. C'est aussi le souffle, l'Esprit souffle, on voit très bien le symbolisme derrière. Et puis c'est le feu qui symbolise évidemment aussi l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu en lui-même. Dieu est amour. Et quand nous invoquons l'Esprit Saint, tout particulièrement en cette fête de Pentecôte, nous demandons au Seigneur de nous remplir de ce feu, de cet amour pour lui et ce qui en découle immédiatement pour tous nos frères. Nous célébrons donc là, vous l'avez évoqué, le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas été élevés, éduqués dans la religion chrétienne, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors le Saint-Esprit, dans notre foi chrétienne, donc c'est ce lien d'amour qui unit le Père et le Fils. Alors en même temps, toutes ces grandes fêtes, vous voyez, on va fêter dans quelque temps aussi la fête de la Trinité. Toutes ces fêtes tournent un peu autour du mystère de Dieu. Alors nous croyons en un Dieu qui est Père, qui est le Créateur. Et comme ce Dieu de toute éternité est force d'amour, de toute éternité, d'une certaine manière, il se projette comme force d'amour et il engendre, c'est ce que nous disons au moment où nous disons le credo, il engendre de toute éternité le Fils. Et le Père et le Fils, si vous voulez, ont un amour qui est aussi grand qu'ils sont grands chacun d'entre eux. Et cet amour qui les unit, c'est le Saint-Esprit. La Pentecôte, on pense bien sûr au lundi parce que c'est férié, mais en fait, d'un point de vue religieux, ça se célèbre dimanche. C'est une tellement grande fête que dans l'Église, il y avait autrefois ce qu'on appelle un octave. Ça existe encore pour Pâques, ça existe pour Noël. Et puis, au moment de la réforme liturgique, ça a été supprimé pour la fête de Pentecôte. Mais ça veut dire que pendant toute la semaine qui suit, chaque jour, nous refêtons la même fête. Alors, pour marquer un petit peu cette octave de la Pentecôte, dans un certain nombre de pays catholiques, il avait été pris l'habitude, et c'est resté dans beaucoup d'entre eux, en Europe en particulier, d'octroyer ce lundi comme un jour de congé, et ce que nous avons encore par exemple chez nous ici à Monaco. À l'origine, on l'a évoqué, ça part d'une fête célébrant les moissons. C'est une fête agricole au départ. Absolument. Alors, dans le monde juif, dans le monde hébraïque, c'est une fête donc des moissons, et c'est un très beau signe pour nous, parce qu'en même temps, l'arrivée de l'Esprit Saint, au moment de la Pentecôte, marque en quelque sorte le début de la mission de l'Église. L'Église part en mission. Elle reçoit cet Esprit de Dieu pour aller prêcher, ce que vont faire tout de suite les apôtres. Et d'une certaine manière, vous voyez, ça reprend aussi un grand thème de Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. On célèbre la Pentecôte depuis quand? J'ai lu que c'était depuis le IVe siècle, je me trompe? Alors, dans l'histoire du catholicisme, on a des traces de la fête de la Pentecôte en tant que telle dès la fin du IIe siècle. IIe siècle, mais c'est vrai, vous avez raison, cette fête a été généralisée à toute l'Église à partir du IVe siècle. Dernière question, qu'est-ce qui est prévu à Monaco très concrètement pour ces célébrations? Il y a des messes dans toutes les paroisses, vous savez à peu près, on a tous les week-ends à peu près une quarantaine de messes célébrées sur la principauté. Et donc ces messes prennent évidemment un caractère, j'allais dire, très festif, qui est marqué en particulier par la couleur qu'on attribue à l'Esprit Saint. On a parlé du feu, eh bien c'est un jour où les prêtres revêtent des ornements rouges. Alors ici à Monaco, on a un peu l'habitude du rouge, puisque c'est une de nos couleurs nationales, mais c'est vrai que ce jour-là, ça donne une dimension très festive à cette fête de la Pentecôte, qui est vraiment notre fête à tous, et celle où vraiment nous pouvons dire nous sommes du même esprit, de l'Esprit de Dieu. Christian Venard, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Sans transition, on passe à votre chronique littéraire avec le premier roman d'Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs, entre dictature et manque d'amour maternel, entre Roumanie et Congo, un livre sur la quête d'identité que va vous dévoiler tout de suite Céline Sabine de la Médiathèque. La mer Noire dans les Grands Lacs raconte l'histoire de Nili, née en 1989 en Roumanie, d'une mère roumaine et d'un père étudiant congolais qu'elle n'a jamais connu. Nili grandit dans un pays meurtri par la dictature, auprès d'une mère exigeante qui l'élève sans tendresse. La jeune fille parvient à obtenir une bourse pour terminer ses études à Paris, où elle va se plonger dans les livres, les films et la musique, à la découverte de la culture africaine. Elle décide alors de partir au Congo, sur les traces de son père et de ses origines. Au terme de ce voyage, elle s'engage dans la lutte citoyenne pacifiste aux côtés de la jeunesse congolaise, rencontre l'amour et conçoit un enfant. Son histoire, Nili la raconte à ce fils qu'elle porte et qui est sur le point de naître. Portée par une écriture poétique,
Ce livre est époustouflant. On suit cette jeune femme dans sa quête d'identité et de liberté. En cherchant à savoir de qui elle est la fille, elle va découvrir qui elle est et parvenir à se construire et se réaliser. Même si elle n'a pas eu l'enfance et le parcours de son personnage, Annie Lulu, dont c'est le premier roman, est elle aussi née d'une mère roumaine et d'un père congolais. Au-delà des thématiques du multiculturalisme et du métissage, c'est l'accomplissement de soi, mais aussi la lutte contre toutes les formes d'oppression que la romancière a voulu explorer. Alors, découvrez sans plus attendre la voix de Nili et surtout la plume talentueuse d'Annie Lulu qui fait une entrée percutante en littérature. Si Céline Sabine vous a convaincu, allez vous procurer le roman La mer Noire dans les Grands Lacs. La météo à présent, Vanessa, le temps reste-t-il incertain pour ce dimanche de course ? Eh bien oui, Fabien, une journée peu ensoleillée nous attend. Le temps se couvre durant l'après-midi. Il soufflera une légère brise pouvant atteindre 16 km/h. Les températures oscilleront de 14 à 20 degrés. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 20h58 et nous fêterons les Didier. Merci Vanessa. Je vous rappelle l'info du jour, la pole position pour Charles Leclerc. Le Monégasque partira en tête pour la première fois à Monaco. C'était inespéré. Nous nous quittons justement avec un medley photographique des essais de ce samedi. Des clichés pris par les photographes de la rédaction, Michael Alési et Manuel Vitali. En ce qui concerne les prochains rendez-vous, et c'est chargé. Ne loupez pas le Grand Prix de F1 en direct sur notre antenne ce dimanche 14h55. Même jour, mais à 19h, vous saurez tout sur le caviar dans l'émission de Yann-Anthony Nogues. Quant à nous, on se retrouve dimanche également à 20h pour le best-of de la semaine. À demain et portez-vous bien.